qualité de vice-présidente donc de la Société française d'études de la céramique orientale, eh bien c'est pour moi un honneur, une joie d'accueillir notre présidente fondatrice, Monique Crick, justement, qui va évoquer pour nous la naissance des porcelaines bleues et blancs sous la dynastie Yuan. Alors, diplômée de l'école du Louvre, titulaire d'un DEA de Sorbonne Université, hein, notre intervenante est historienne de l'art asiatique, hein, spécialisée dans la Chine ancienne. Monique Crick a été directrice de la Fondation Bor, musée d'art d'Extrême-Orient à Genève, de 2003 à 2017. Elle a également participé à plusieurs fouilles archéologiques sous-marines hein, en Asie du Sud-Est. Commissaire de nombreuses expositions, elle est l'auteur de plusieurs articles scientifiques hein, et catalogues d'expositions. Alors, parmi ses publications les plus remarquées, citons Trésor de porcelaine, l'étrange voyage de la jonque Léna en 2002, Sous la griffe du dragon en 2004, Céladon grès des musées de la province du Zhejiang en Chine en 2005, L'or des steppes art somptuaire de la dynastie Liao en 2007, céramique chinoise d'exportation pour l'Asie du Sud-Est, collection de l'ambassadeur et Madame Charles Muller en 2010, le principe monochrome en 2010 également, Chine de bronze et d'or en 2011, Chine impériale splendeur de la dynastie Qing hein, en 2014, Alfred Bohr, pionnier et collectionneur en 2015, Le Bleu des mers en 2017 et 1000 ans de monochrome, vaisselle sacrée et profane des empereurs, les collections Bohr et Tang, pardon, en 2018. Donc Monique est membre émérite de l'Académie internationale de céramique CISE à Genève, hein, membre du conseil de la Society of International Ceramic Studies à Tübingen, de l'Oriental Ceramic Society à Londres, de la Singapore Oriental Ceramic Society, de la Hong Kong Oriental Ceramic Society, de l'Association pour l'étude de la céramique et du Club des céramophiles de Paris. Alors, qu'en est-il de notre sujet de ce soir? Eh bien, le bleu de cobalt est utilisé au Moyen-Orient depuis la plus haute antiquité. Des céramiques siliceuses, hein, décorées en bleu sur fond blanc à base d'oxyde d'étain, y sont produites dès le VIe siècle. Mais ce n'est que vers le XIVe siècle que les potiers chinois s'aperçoivent que le bleu, à base d'oxyde de cobalt, hein, importé de Perse, peut résister aux 1300 degrés nécessaires à la cuisson de la porcelaine. Les bleus et blancs sont nés. Alors, je laisse sans plus tarder la parole à Monique, nous conter en détail cette aventure à l'origine de cette porcelaine chinoise hein, au succès parfaitement éclatant. En la remerciant à toi, Monique. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je te remercie pour cette belle introduction et je vais maintenant partager mon PowerPoint. Alors, on y va. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, je le remets au début. Voici. Euh, et plein écran. Et voilà, nous y sommes. Par contre, je voudrais... Est-ce que tu pourrais arrêter ma vidéo, s'il te plaît? Si Oui, je sais pas si je peux l'arrêter là. Avec plein écran, je n'arrive pas à l'arrêter. Attends. Ah si, 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 c'est en haut. Voilà, ça y est. Nous abordons donc aujourd'hui un chapitre de la porcelaine chinoise qui a changé le cours de l'histoire de la céramique dans le monde. L'émergence des bleus et blancs, soit dynastie Yuan, plus exactement au début du XIVe siècle. Cette porcelaine bleu et blanc captivera le monde et deviendra la variété principale de la production céramique chinoise et pour la Chine, puis pour l'exportation. Alors maintenant, euh, attends.
Je suis en train d'essayer de changer. Maintenant que je suis en plein écran pour changer le. J'ai un problème pour changer. Attendez, ça va venir parce que je. Voici, ça y est, j'ai trouvé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de faire quelques petits rappels historiques et économiques pour la compréhension de la révolution culturelle qu'est l'arrivée du décor à l'oxyde de cobalt sous couverte sur la porcelaine. Puis nous verrons ce qu'il se passe à Tingtegen et nous aborderons la grande variété de formes qui apparaissent à ce moment-là et la diversité des motifs. La dynastie étrangère Yuan est fondée par les Mongols, un groupe de 100 tribus situé au nord-est de la Chine, qu'un chef, Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, mit 20 ans à unifier. En une trentaine d'années, les Mongols conquièrent un espace de plus de 10 000 kilomètres, allant de la mer Noire jusqu'à la mer du Japon, comme vous le voyez sur la carte à droite. Vous remarquez l'empire des Song du Sud en bas de la carte. En 1234, les Mongols battent la dynastie Qin, qui est donc au nord de la Chine, qui avait remplacé la dynastie des Song du Nord et domine alors le nord de la Chine. En 1260, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, devient le dernier grand Khan. Il consolide sa position en Chine du Nord et commence à intégrer les méthodes de gouvernance plus centralisées et bureaucratiques chinoises dans son administration afin de pouvoir gérer son domaine chinois. Son accession au pouvoir marque cependant le début d'un morcellement du territoire mongol en différents khanats, comme vous le voyez sur la carte à droite de l'écran. La Horde d'Or sur la Volga, le Khanat de Tchagatai en Asie centrale, l'île Khanat de Perse en Iran et les territoires chinois gouvernés par Kubilai en personne. Kubilai reprend en 1267 ses campagnes militaires contre la dynastie des Song du Sud pour conquérir la Chine méridionale, qui est de loin la région la plus prospère et aussi la plus peuplée de Chine. Elle a également aussi des grandes villes fortifiées, ce qui va rendre la conquête assez difficile. Elle compte 50 millions d'habitants contre à peine 10 millions en Chine territoriale, donc une bonne source de revenus à venir avec les impôts pour les yuan. Fort de ces nouvelles conquêtes dans différentes parties de l'Empire de Chine du Sud, Kubilai décide de fonder une nouvelle dynastie chinoise en 1271, celle des Yuan. Donc là, nous avons un Khan mongol qui est en train de se siniser. Il prend le nom chinois Shizhou, titre qui ne sera effectif qu'à la chute finale des Song du Sud. De nomade, son peuple se sédentarisera donc dans ce pays cosmopolite. Vous avez ici donc l'empire des Song du Sud avec la capitale Rangzhou. En 1276, il conquiert la capitale Song Rangzhou que je viens de vous montrer et en 1279, après le décès du dernier empereur Song, toute la Chine est occupée et pour la première fois depuis des siècles unifiée. Vous avez à gauche en bas, c'est la carte de la Chine telle qu'elle est donc à partir de 1279. Deux dates peuvent donc être utilisées pour le début de la dynastie Yuan. Vous avez dû remarquer ces deux dates qui étaient inscrites sur la première diapositive. Donc celle de la fondation de la dynastie en 1271 ou celle de l'unification du pays en 1279. Certains puristes
la débute même en 1280 pour respecter le temps de deuil pour le dernier empereur. Donc, une fois la Chine conquise, Kubilai va s'entourer encore plus d'une équipe de conseillers chinois pour l'aider à administrer le pays. Le plus important sera un fonctionnaire Liu Bingzhong, connu dans les annales, qui lui recommandera d'ailleurs de déplacer sa capitale d'hiver en territoire chinois à Dadu, l'actuel Pékin, donc qui sera appelé Dadu. Mais aussi, il y a à la cour de nombreux fonctionnaires d'origine étrangère, ce qui sera extrêmement important pour le développement des arts, comme nous le verrons tout à l'heure. Il est aussi important de savoir que la population est divisée en 4 classes, que ce soit dans le droit, dans l'administration ou l'armée. Les Mongols restent privilégiés, évidemment, et occupent le sommet de la pyramide. Les tribus et peuples d'Asie centrale, ainsi que d'autres étrangers, sont considérés comme compagnons servants, en mongol Nokor. Donc Marco Polo aurait eu ce statut d'ailleurs. Viennent ensuite les Chinois du Nord. Et enfin, les Chinois du Sud, nouvellement conquis, dont le pouvoir craint les révoltes puisqu'ils restent assez fidèles à la dynastie Song dans l'esprit. De plus, l'abolition des examens impériaux va priver durant une bonne période les lettrés les plus brillants de la société chinoise, donc va les priver d'accéder aux fonctions bureaucratiques ainsi que de s'élever dans l'échelle sociale. Les Chinois n'auront en général qu'une position subalterne, vont subir le couvre-feu et ont l'interdiction de porter des armes. Néanmoins, si de nombreux Chinois restent opposés au régime étranger, d'autres s'y rallient et le servent, puisqu'il y aura des ministres chinois sous les empereurs Yuan. Et nous verrons tout à l'heure que justement cette nostalgie de l'Empire Song se reflètera dans les décors de céramique. Kubilai Khan donc, a aussi introduit plusieurs réformes économiques très importantes, telles que le papier-monnaie avec pouvoir libératoire obligatoire, la rénovation et l'extension du réseau routier, le creusement du Grand Canal, et la création d'un système postal national. Toutes ces réformes ont contribué à stimuler le commerce et la communication au sein de l'Empire. Ça a bien sûr encouragé le développement économique qui apportait des revenus conséquents au trésor impérial et le développement bien sûr de l'artisanat puisque les créations, les produits pouvaient sortir des villes qui les produisaient, et non seulement des villes, mais également du pays. L'histoire du règne de Kubilai Khan n'est pas seulement importante pour l'histoire de la Chine et de l'empire mongol, mais aussi dans l'histoire mondiale, comme vous le savez. En effet, étendant leur pouvoir sur tout le continent asiatique, les Mongols ouvrent de nouveau la route de la soie, qui avait été ouverte sous la dynastie Tang, ce qui est important parce que nous aurons les mêmes conséquences que sous la dynastie Tang. Donc, cette route de la soie qui facilite les échanges culturels et la croissance économique à travers l'Eurasie. Ces échanges favorisent aussi donc les Mongols favorisent aussi l'épanouissement de la route maritime, le transport par mer étant plus rapide, évidemment, et moins onéreux que celui par voie terrestre, car, au moins, dit-on, 800 chameaux auraient été nécessaires pour transporter une cargaison de bateaux. Je dirais peut-être de petits bateaux, parce qu'après, pour les jonques plus importantes qui vont arriver, il faudrait sans doute au moins 1000 chameaux. Donc là, vous voyez ces différentes routes, les routes traditionnelles de la soie et ces voies maritimes qui avaient été déjà développées sous les Song du Sud.
Kubilai établit également des offices de douane maritime, comme l'avaient fait auparavant les Song du Sud, donc dans les ports de Quanzhou, de Hangzhou, puis dans d'autres villes portuaires telles que Ningpo et Guangzhou. Alors là, vous avez donc tous ces ports, Hangzhou, Ningpo, il y aura Quanzhou, il y a Fuzhou, qui est aussi une ville, voilà, Quanzhou est ici, la Zaitun de Marco Polo, et bien sûr Canton qui va reprendre de l'importance. Les ports étaient des débouchés naturels pour les productions des cités en plein essor du centre-est de l'Empire et des entrepôts-marchés où se déversaient les produits étrangers destinés à ces centres économiques, mais également où se déversaient les produits créés en Chine par les artisans. Donc, intéressés par les profits extérieurs, les dirigeants vont suivre l'exemple des Song et encourager l'artisanat et la production de céramique pour l'exportation. Cet encouragement avait débuté sous les Song du Sud pour les revenus que, que ce que la céramique apportait et également pour éviter de faire sortir de l'argent de la monnaie du pays. Également, il y avait la soie, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les Mongols, qui étaient des mécènes enthousiastes d'œuvres d'art, non seulement belles mais aussi utiles, considéraient les fonctionnaires et les artisans talentueux de diverses traditions culturelles comme l'une de leurs ressources les plus précieuses. D'ailleurs, l'on sait qu'ils pouvaient déplacer les artisans d'un pays à l'autre. Quand ils conquéraient une ville ou un pays, ils prenaient avec eux les meilleurs artisans et les ramenaient dans leur capitale, en Mongolie, puis après, bien sûr, en Chine. Grâce à cette Pax Mongolica et à l'unité du pays, les activités commerciales connaissent donc un nouvel essor. Il est important de savoir que de nombreux marchands perses, arabes et des régions de l'Ouest s'installent dans les ports de Chine du Sud et détiennent des postes officiels qui ont à voir avec la production de l'artisanat. Et beaucoup de ces fonctionnaires appartenaient à des élites locales et à de riches familles établies en Asie centrale ou en Perse, donc qui avaient été ramenées par les Mongols et qui s'étaient installées en Chine. Certaines de ces familles avaient été incorporées dans la classe dirigeante mongole par le biais du système de recrutement impérial et ont continué à produire des fonctionnaires et de puissants marchands tout au long de la dynastie Yuan. La carte à droite en haut de l'écran présente les noms de lieux inscrits sur des tombes musulmanes découvertes en Chine. Et elle est très intéressante car elle corrobore les sources historiques. Vous pouvez lire les noms qui sont soulignés, et les noms soulignés sont ceux justement qui se trouvent sur les pierres tombales des sépultures musulmanes. Donc vous pouvez remarquer Boukhara, le Khwarezm, le Khorasan, des villes en Iran, plusieurs villes en Iran, Ispahan et bien d'autres. Et ces marchands musulmans étaient liés par des liens d'affaires à la famille impériale mongole et regroupés en associations. Et c'est bien sûr ces marchands qui vont jouer un rôle important dans le commerce maritime, qui auront eux-mêmes des flottes parfois, et qui ont, bien sûr, grâce à leur poste, encouragé d'importants changements dans la production de la porcelaine chinoise. Donc, vous remarquez sur la grande carte le développement des routes maritimes en mer de Chine, que j'avais souligné tout à l'heure, vers l'Inde, le Moyen-Orient, donc la Perse, l'Arabie, ce qu'on appelle maintenant enfin, l'Anatolie. Donc, ce commerce avait été initié sous les Song du Sud avec la création de ces grandes jonques de mer.
Ces voies sont parfois qualifiées de routes de la céramique, puisque c'est surtout ce matériau durable qui jonche les fonds océaniques et les fouilles terrestres. On y retrouve des grès et des porcelaines. Ce sont ces dernières, les porcelaines, qui nous intéressent aujourd'hui. Elles ont été exportées en Asie centrale, donc en Asie continentale, par la route de la soie, en Asie du Sud-Est insulaire, en Asie du Sud-Est continentale, en Inde et bien sûr au Moyen-Orient, tout ceci par la voie maritime. Voyons donc ce qui va se passer à Tingdechen maintenant. Les porcelaines à décor peint à l'oxyde de cobalt sont produites à Tingdechen et apparaissent au début du XIVe siècle seulement, comme sorties de nulle part, après des siècles de céramique monochrome qui ont fait la gloire de la dynastie Song. Tingdechen, ici sur la carte, au nord de la province du Tianxi, vous voyez ici sur la carte, était idéalement situé au milieu de hautes collines boisées, comme vous voyez sur la photo qui a été prise justement à Tingdechen, près des montagnes du nord-est de la province du Tianxi, montagnes qui pouvaient créer une barrière protectrice en temps de guerre, mais pas toujours, comme on le verra tout à l'heure, mais qui rendaient aussi les voyages par terre difficiles, comme par exemple au Fujian, les montagnes du Fujian, donc la région qui est limitrophe au Tianxi. Cependant, la ville de Tingdechen se trouve, comme vous le voyez, sur les rives d'un affluent de la rivière Chang, qui rejoint le Yangtze-Kiang vers le nord et qui coule vers le sud-est jusqu'au lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce de l'est de la Chine, où se trouvaient des villes importantes en bordure. Cette rivière qui descend tout le long de la province reliait donc Tingdechen à d'autres villes-marchés et permettait, par tous ses moyens fluviaux, d'écouler sa production vers les ports. L'histoire de la porcelaine commence en Chine et à Tingdechen à la fin du Xe siècle, sous les 5 dynasties d'ailleurs, grâce aux ressources naturelles dont bénéficie la région, c'est-à-dire des dépôts de pierres à porcelaine de haute qualité, formés par la décomposition du granit. Cette argile, connue en Europe sous le nom de pierre de Nangang ou de Nankang, ou de Pétunse, pierre que vous voyez à droite de l'écran, était livrée au potier sous forme de briquettes que vous voyez à gauche de l'écran, après avoir été donc concassées et donc pulvérisées et lévigiées dans des bassins. C'est un matériau blanc au grain très fin, riche en silice, pauvre en oxyde de fer, moins de 1%, et en titane, vers 0,1% de titane, qui devient dur et translucide lors d'une cuisson aux environs de 1230-1260 degrés. Les forêts de pins luxuriantes que nous avons vues dans les collines fournissaient évidemment une abondance de bois. Les cuissons se faisaient dans les fours dragons, donc ces longs fours à flanc de colline. À l'époque de leur production, ces porcelaines étaient connues localement sous l'appellation Raoyu, littéralement jade de Rao, du nom de l'ancienne région où se trouvaient les fours. La couverte translucide au ton bleuté était à base de pierre à porcelaine mélangée à de la chaux, utilisée comme fondant et non pas à des cendres de bois. Sur l'écran, vous avez la reproduction d'une table tirée d'une peinture
que vous voyez en fond. Donc, cette reproduction est faite dans un petit musée à Tingdegen avec des reproductions de Qingpai, de très belles reproductions. Et vous voyez donc les formes qui existaient sous les 5 dynasties et les Song du Nord. Donc, toutes ces formes. Et remarquez, ce sont des pièces de petite dimension car nous allons avoir un changement sous la dynastie Yuan que nous allons voir très bientôt. Donc des pièces, des formes et des dimensions qui étaient donc destinées à la clientèle chinoise, également à la clientèle d'outre-mer, puisque ces pièces ont été exportées, et donc qui correspondaient à des besoins locaux chinois à l'origine. Là, il n'y avait pas une adaptation pour vraiment pour les marchés étrangers dans les dimensions de ces pièces-là. Voici deux exemples de Qingpai. Une verseuse avec son bol donc des dynasties Song du Nord du XIe siècle et un plat datant du XIIIe siècle. Et un plat similaire avait été retrouvé dans une épave aux Philippines, l'épave Breaker dont on verra d'autres pièces tout à l'heure. Donc les traces d'oxyde de fer, environ 1%, la présence d'un taux significatif d'oxyde de calcium, environ 14%, donne, lors d'une cuisson en forte réduction, cette teinte bleutée particulière au Qingpai, dont vous avez deux superbes exemples à l'écran. La formation de cristaux de quartz et de verre lors de la cuisson permet la transparence de cette couverte où vous pouvez voir donc des dessins incisés et la couverte va bien sûr s'agglomérer à l'intérieur des incisions et faire ressortir les motifs. Mais que se passe-t-il dans d'autres fours, dans d'autres régions à la même période? Parce que nous savons très bien que la céramique Song est vue comme une céramique monochrome. La gloire de la céramique Song sont les monochromes. Là, nous avons vu les Qingpai, mais comme vous le savez, il y en a beaucoup d'autres. Mais que se passe-t-il dans d'autres fours? Au nord de la Chine. Au nord de la Chine, nous avons des grès populaires qui sont fabriqués dans la province du Hebei, à Guangtai, particulièrement la ville de Tse. Donc, ce sont ces céramiques qu'on dit de type Suzhou, avec un décor qui est peint à l'oxyde de fer ou qui peut être donc peint et incisé également sur engobe crème, de façon à faire ressortir les pétales, comme vous le voyez sur cette jarre, cette bouteille, que vous pouvez aller admirer au musée Tchaïkovski. Ça fait ressortir les motifs floraux. Là, vous avez à droite un exemple, alors je ne me rappelais plus quel musée, donc je ne l'ai point écrit, avec un décor peint directement au pinceau sur l'engobe et bien sûr avec une couverture transparente posée par-dessus. Donc regardez bien ces motifs parce que nous allons retrouver ces mouvements de pinceau dans les pétales, dans les feuilles, sur la céramique yuan, les porcelaines yuan. D'autres exemples importants aussi qui ont été faits dans ces fours du Repet et également au Renan, ça a été également fait au Renan. Donc ça va être des motifs naturalistes et des motifs tirés de romans. Donc, ce sont deux courants que nous allons retrouver. Alors, les motifs naturalistes ont également peints directement au pinceau, comme sur une feuille ou sur de la soie, comme un peintre, comme faisaient les peintres chinois. Et pour les représentations de personnages et de romans, là, c'est le trait simplement
le trait fin au pinceau. Vous pouvez admirer la dextérité de ces peintres sur porcelaine, car il n'est absolument pas évident de peindre sur des surfaces qui ne sont pas planes et encore plus verticales. Oh, pardon, j'ai trop appuyé. Là, nous étions au nord de la Chine, mais au sud de la Chine, au XIIIe siècle, également il va y avoir des céramiques de style Suzhou qui vont être peintes. Vous remarquez sur la verseuse à gauche de l'écran ces mouvements également de pinceau dans les feuilles, dans les pétales de plantes. Vous le remarquez sur sur les bouteilles, les autres verseuses. Également des motifs qui vont être en blanc sur fond noir, comme dans le bol, avec des, des motifs gravés pour représenter les nervures des feuilles. Également, vous avez des représentations de phénix qui sont chères à l'imaginaire chinois. Bien sûr, les fleurs, le feuillage, des enroulements également que l'on retrouve sur des sculptures, dans sur la pierre, des pierres sculptées. Et là, vous avez donc la couleur, une couverte brune et verte. Donc il y a aussi une couverte transparente colorée, donc dans le sud de la Chine. Ces pièces ont été découvertes dans deux jonques, dont la jonque Breaker. Là, vous avez des photos des pièces de cette jonque. C'était une cargaison de quelques pièces. Il y a une autre jonque qui a été découverte avec des pièces similaires. Et très peu ont été découvertes dans des fouilles, à part bien sûr les fouilles qui viennent d'être faites il y a quelques années à Wuishan, au nord du Fujian, dans les montagnes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce sont des découvertes assez récentes, particulièrement sur le plan archéologique en Chine, mais il semble que ça s'est été fait au XIIIe siècle et après ça a disparu. Envoyé à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas eu de marché pour ce style-là? Ben, nous ne savons pas. Et dans le sud de la Chine, que se passait-il aussi au Tianxi? Au Tianxi, vous avez le four de Tizhou, qui était un four également célèbre, célèbre pour des bols à thé avec les impressions de feuilles, mais également, comme vous le voyez, il y avait, il y a eu de la peinture. Et vous remarquez ce vase à droite qui date 12e, 13e siècle, avec ses motifs de vagues. Au 14e siècle, soit dynastie Yuan, nous aurons des pièces extrêmement élaborées. Et vous pouvez remarquer la surcharge de décors, d'ailleurs, que nous allons retrouver bientôt sur les bleus et blancs. Et avec, bien sûr, toujours cette dextérité du peintre sur céramique. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'admire énormément. Alors, comment est-on arrivé au bleu et blanc, à ce magnifique mapping qui est donc donné par un ami, Richard Kahn, et qui est maintenant au musée Guimet. Donc vous pouvez aller l'admirer au musée Guimet. Il est très bien placé dans une vitrine bien à l'écart, toute seule. Que s'est-il passé entre les monochromes et cette peinture extrêmement bien aboutie que vous voyez sur ce vase? Il est maintenant admis que la technique de peinture et les motifs de ces bleus et blancs sont à rapprocher de ceux des artistes de Suzhou et de Tizhou. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, il y en a qui, bon, Tizhou, d'accord, c'est le Tianxi, c'est pas si loin que ça. Suzhou, c'est au nord. Ben, tout simplement parce que l'on pense, bien qu'il n'y ait pas de preuves irréfutables, qu'il y a eu un déplacement d'artisans.
Un déplacement d'artisans au moment de la conquête des Song du Nord par les Tines, donc par les barbares déjà. Et chaque fois qu'il y a une conquête par des barbares, il y a des mouvements, des déplacements de population. Et souvent, bien, il est évident que les artisans se déplacent pour trouver un travail ailleurs. Donc, on pense que ce n'est pas sorti de nulle part, cette arrivée du bleu, enfin des décors peints. Le bleu, c'est autre chose. Des décors peints à Tingdechen. Il y aurait eu cette influence des artistes et peut-être même ces artisans qui auraient été à Tijou et qui auraient été à Tingdechen. Puisque Tingdechen était connu pour les monochromes et non pas pour les décors peints avant le XIVe siècle. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une période sous les Yuan qui est une période cosmopolite avec l'ouverture de la route de la soie. Donc, la Chine, comme sous les Tang, est ouverte aux influences extérieures. Là, vous voyez sur l'écran des pièces datant donc du 9e siècle, début 9e siècle, de la dynastie des Tang, qui ont été retrouvées dans un dos arabe, donc un bateau arabe en mer de Chine, qui contenait cette extraordinaire aiguillère qui émite bien sûr le métal, mais ce n'est pas un métal chinois, c'est un métal d'Asie orientale, d'Asie occidentale. C'est une pièce d'ailleurs unique, avec des motifs qui ne sont pas chinois, comme ce carré avec des feuilles, et que vous retrouvez ici sur un plat avec un décor bleu et blanc. Donc, je vous avais dit que le bleu et blanc apparaissait sur porcelaine au début du XIVe siècle, mais il y a eu des essais, justement dans cette période cosmopolite, où il y avait des étrangers d'Asie occidentale en Chine, donc il y a eu lieu des essais qui ont eu lieu sur des grès revêtus donc d'engobes blancs. Donc c'est bien du bleu de cobalt, l'oxyde de cobalt, qui a été... Alors, pour ces petites pièces qui ont été exportées, puisqu'elles se retrouvent dans une épave, mais également pour des urnes funéraires, donc typiquement chinoises, mises donc dans les tombes, avec donc un léger décor bleu et blanc. Donc il y a plusieurs exemples comme ça d'urnes, avec aussi un décor d'enfant. Ce sont des essais qui n'ont pas connu de suite. Nous avons donc là le plan de Tingdechen, de sa région, et donc les sites de four, Yuan, et vous avez également les sites de matières premières qui sont indiqués par des grands cercles. Vous avez Nankan, je vous disais donc que qu'on appelait ça pierre, la pierre à porcelaine, pierre de Nankang. Oh, pardon. Vous avez Tingdechen avec vraiment beaucoup, beaucoup de fours, parce il n'y avait pas que les fours dont je vais vous parler, mais il y en avait beaucoup d'autres. Gaoling, le kaolin, donc qui est au bout de la rivière, donc il y a quand même quelques kilomètres, mais qui était transporté par rivière jusqu'à Tingdechen. Et nous avons ici les emplacements d'importants fours euh, yuan. Vous avez Jushan, a été l'officine impériale déjà sous les Yuan, et puis bien sûr sous les Ming et les Qing. Vous avez Luo Machao et vous avez donc Routienne, qui était aussi un important site, donc à droite de la carte, un important site également pour les Qingpai. Pour l'éminent archéologue
Liu Qingyuan, qui a fait énormément de fouilles à Tingdegen et pas toujours dans des conditions faciles, la cour impériale serait responsable de l'utilisation de l'oxyde de cobalt apporté d'Iran, de Kashan, on pense que c'est donc de l'oxyde de cobalt de Kashan, pour les commandes officielles de porcelaine. Le Bureau des manufactures impériales s'occupait en effet de l'importation des matières premières nécessaires pour la production des œuvres d'art demandées par la cour. Également, les motifs décoratifs étaient directement contrôlés dans la capitale d'Adou par le Bureau des dessins de l'Institut de production. Aussi, peut-on retrouver des motifs identiques sur les céramiques et sur les broderies et les tissages des costumes de cour yuan. Donc, je vous le ferai remarquer quand nous verrons les céramiques à ce sujet. Donc, à Tingdegen, des ateliers officiels sont placés sous la juridiction du Bureau pour les manufactures impériales en 1278 et les artisans exemptés d'impôts. Il s'y trouvait aussi près de 300 officines privées, taxées selon la taille de leur four. Et bien sûr, on pense que, enfin, c'est à Jushan que se trouvait, qu'a été installé le four, enfin la production impériale, l'officine impériale. Alors, il va y avoir l'arrivée d'un autre type d'argile connu sous le nom de kaolin, un terme dérivé de la colline de Gaoling, près de Tingdegen, que je vous avais montré tout à l'heure sur l'écran, qui a commencé, donc ce kaolin a commencé à être ajouté sous les yuan pour créer des porcelaines blanches connues sous l'appellation yuan pai, blanc d'œuf ou choufou, et offrait plusieurs avantages. Il facilitait le travail de l'argile de l'argile qui était préparée, augmentait la plage de température pouvant être utilisée pour la cuisson et permettait la production de porcelaine dure, blanche, translucide et solide. Donc, ces Luenpai apparaissent au XIIIe, XIVe siècle sous les yuan, avant les bleus et blancs. Là, nous avons des exemples datant vers 1323, découverts dans l'épave dite de Sinan. Cette épave avait beaucoup de céladons, de très belles pièces, de très 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 belle qualité de porcelaine Qingpai, et aussi ces porcelaines avec un décor à l'oxyde de cuivre, avec un petit poème inscrit, donc un motif de feuilles incisé et dessiné à l'oxyde de cuivre, et des motifs peints directement à l'oxyde de fer. Là, nous sommes en 1323. Il ne semble pas y avoir de bleu et blanc. Il ne semble pas que des bleus et blancs étaient produits à cette période, puisque cette cargaison était extrêmement importante et de très haute qualité. Et là, nous sommes avec des pièces très connues, donc des vases d'autel qui sont dans la collection Percival David, au British Museum, datés de 1351. Alors, de 1323 à 1351, il y a eu une production qui est passée, ben on ne sait pas on ne connaît pas les débuts de cette production. On sait qu'il y a différentes qualités de bleu et blanc. Des bleus et blancs, des qualités supérieures comme ces vases, qui pourtant n'étaient pas impériaux, ils ont été commandés par un privé pour un temple, des qualités moyennes et des qualités inférieures. Et tout ceci produit dans les mêmes, euh, euh, dans les mêmes officines. On pensait auparavant que les pièces de moins de qualité étaient produites dans un certain four, mais non, pas du tout, parce que les nouvelles
euh, les nouvelles découvertes ont prouvé que ces fours, où on avait trouvé auparavant des pièces de moins de qualité, avaient fourni des pièces impériales, avec des dragons à 5 griffes. Donc, nous ne savons pas encore tout sur les porcelaines Yuan. Donc, vous voyez qu'avec ce vase, cette nouvelle esthétique, euh, la dynastie Yuan marque un tournant dans l'histoire de la céramique chinoise, avec ce bleu de cobalt, ces dessins, l'oxyde de cuivre aussi, mais ça, je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais ça n'a pas été très, très, très long et très développé, parce que c'est un oxyde extrêmement difficile. Donc, ces innovations sont directement attribuables aux échanges de matériaux et de technologies au sein du vaste empire mongol. Technologie avec des fours chinois du nord de la Chine, peut-être aussi, du Tianxi, peut-être du Fujian. Le cobalt, qui provient de l'Iran. Donc là, vous avez sur l'écran deux plats donc avec des motifs de cobalt et remarquez également les motifs géométriques parce que ça, nous allons en reparler et remarquez également cette surcharge décorative que vous avez sur ces plats, qui n'est absolument pas dans l'esprit chinois, mais que nous allons retrouver. Et par exemple, ici, cette surcharge décorative peut vous rappeler les vases de Tizhou de l'époque Yuan que vous avez vus précédemment. Vous voyez, c'est vraiment très fourni comme décor. Donc, il est maintenant admis que les bleus et blancs apparaissent dans le deuxième quart du XIVe siècle, donc après 1323, et que des porcelaines de belle qualité donc auraient été produites de 1328, dès 1328-1333, parce que des pièces ont été retrouvées dans des tombes datées de ces périodes-là. Également parce que le récit d'un marin, Wang Dayuan, qui avait embarqué pour 2 voyages depuis Quanzhou, dans la province du Fujian, entre 1328 et 1339, mentionne dans son livre euh, le Daoyi Zhelue, un bref acompte des îles étrangères, qui a été publié en 1349. Donc, il note dans son livre que 15 endroits en Asie du Sud-Est importaient de la porcelaine bleue et blanche, donc dans la première moitié du XIVe siècle. Donc, ces productions, là, vous avez des exemples des différents fours, des différentes officines. Et donc, cette production se situerait entre 1323 et 1353, donc au moment où Tingdegen a été détruite par les guerres qui vont mettre en place la dynastie Ming. Alors, vous avez aussi l'apparition, dès la dynastie Yuan, du dragon à 5 griffes, que vous voyez ici sur cette boîte à jetons. C'est les 5 griffes. Là, Jushan, c'est vraiment le site impérial. Mais remarquez sur un tesson de Luo Machao également qu'il y a ces 5 griffes. Il y a également donc les Routiennes qui a fait des grands plats pour l'exportation. Ça, nous le savions déjà il y a quelques années. Les grandes découvertes sont Luo Machao avec des pièces de très belle composition et avec également des dessins de paysages et de personnages que nous allons voir très vite. Donc, ces céramiques yuan ont été trouvées dans des contextes datables, comme des tombes, ou portant des inscriptions peintes, comme nous l'avons vu sur le vase, et des tombes datées entre 1300, entre, oui, 1330, 1353.
Donc, nous savons que des artisans perses, arabes et d'Asie centrale travaillaient dans les bureaux officiels. Et même, il y en avait un qui était nommé, il y avait un perse nommé à Tingdechen pour la supervision des travaux. Donc, on peut penser que c'est eux, accoutumés à des céramiques colorées, qui ont introduit l'oxyde de cobalt à Tingdechen, tout comme ils l'avaient introduit auparavant sous la dynastie Tang, et également qu'ils aient introduit des formes, des grandes formes, quoi, des formes très imposantes. Donc là, vous avez sur l'écran les formes caractéristiques que nous allons voir. C'est les mappings, les jarres, des jarres à anse, des jarres donc avec 100 anses, les bouteilles, les verseuses, deux formes typiques des yuan, la coupe sur pied et la verseuse yi, qui apparaissent donc à ces époques. Mais nous allons voir également des gourdes, des grands plats, des grands bols, toujours des grandes pièces, voyez, qui sont pensées à la table que nous avons vue auparavant, avec les petites pièces pour le marché chinois. Et là, nous allons avoir des pièces pour les marchés étrangers, mais qui vont se retrouver également dans des tombes chinoises et bien sûr en Mongolie. Alors, en premier, les verseuses. Là, vous avez différents exemples de verseuses avec différentes qualités. Bon, une verseuse caractéristique pour l'Asie du Sud-Est, c'est bien sûr le candy, mais vous remarquez qu'il est de très belle qualité. Je vais vous faire remarquer les belles qualités quand c'est pour l'Asie du Sud-Est, parce qu'auparavant, il y a bien longtemps, on disait que l'Asie du Sud-Est ne recevait que des pièces de moindre qualité, comme cette verseuse. Vous voyez que le dessin est, est charmant, mais tracé extrêmement rapidement. Donc, il n'y avait pas que ces pièces de moindre qualité, et vous aviez de pièces de très belle qualité. Alors, il est évident que pour le marché euh, vers le Moyen-Orient, vous avez ces pièces de superbe qualité. Mais on trouve, voyez, par exemple, aussi des pièces où là, vous avez la petite verseuse qui est assez simple en elle-même, mais qui a une superbe peinture de pivoine que nous allons retrouver bientôt. Donc, remarquez aussi la façon, le dessin, vous pouvez bien le voir ici, ce dessin fait au pinceau, directement au pinceau. Ici, nous avons les pétales qui ont été dessinés au pinceau, comme on avait vu sur les oreillers Suzhou, et remplis après à l'intérieur. Et vous remarquez qu'il y a des taches noires. Ça, c'est l'oxyde de cobalt, qui n'était pas assez moulu, si vous voulez, assez raffiné et qui, avec le pinceau, des fois se déposait en petits paquets. Mais c'est ce qui fait le charme de toute cette céramique yuan et la beauté de cette céramique avec ses peintures extraordinaires. Euh, et remarquez également l'imitation des formes métalliques. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques. Ça existait déjà sous les Song, mais là, nous avons des formes à facettes que nous allons retrouver plusieurs fois. Des pièces extraordinaires, comme cette verseuse en forme de gourde à tête de phénix. Donc là, nous avons euh, une imitation de gourde, soit métallique, soit en peau, comme nous avions vu déjà, enfin comme cela existait également sous les Tang. Hein, c'est donc un mélange des influences dans les formes, dans les dessins, dans les formes, par justement des influences étrangères grâce à cette vie cosmopolite qui existait à cette époque. Là, vous avez ces pièces miniatures que l'on trouve aux Philippines et en Asie du Sud-Est. Mais, voyez, d'assez belle qualité, de moins belle qualité, beaucoup plus simple, hein, c'est tracé au pinceau rapidement.
C'est des miniatures, enfin, on appelle ça des petites verseuses miniatures que les habitants d'Asie du Sud-Est aimaient beaucoup et que l'on retrouve dans leurs tombes aussi. Donc, c'était devenu du mobilier funéraire assez important. De nouveau, des formes métalliques avec ces différentes gourdes avec des motifs de dragons. Vous remarquerez que les dragons ont trois griffes. Alors, pour les costumes des Mongols, les cinq griffes, c'est pour l'empereur, les quatre griffes pour des princes et les trois griffes pour des princes moins importants. Mais en céramique, ce n'est pas tout, on n'en est pas sûr. Les cinq griffes, ça oui. Euh, mais pour les autres, donc pour les bleus et blancs, on n'est pas sûr que tout ceci soit bien suivi. Parce qu'il arrive de retrouver sur une même pièce un dragon à trois griffes et un dragon à quatre griffes. Donc là, on ne sait pas trop. Donc nous avons, vous voyez, à cette période, quand même des pièces extrêmement abouties, avec ce motif du dragon, bien sûr, sempiternel, très chinois. Vous avez également les phénix, extrêmement chinois, mais vous remarquez ici l'apparition d'un décor étranger. Ce sont ces lambrequins, Cloud Color Patterns en anglais, et qui viendraient des vêtements mongols que l'on retrouve sur des collerettes dans les vêtements de l'aristocratie mongole. Donc c'est un motif qui vient d'Asie occidentale. Mais là, bien sûr, les fleurs sont chinoises. Celles-ci sont typiques de, vous voyez, ces petites, ces petits, comme du jasmin, c'est caractéristique de la céramique yuan. Vous les retrouvez ici et qui servent de fond, donc toujours avec, vous voyez, des motifs grouillants qui ne sont pas typiquement esthétiques, qui n'est pas typiquement chinoise. D'autres bouteilles avec des motifs différents, un motif assez simple, voyez, mais qui est très très yuan, très apprécié à cette période et apprécié également des empereurs et qui sera peint dans des versions très variées, avec parfois des canards aussi sur des bouteilles. Ce motif de lambrequin avec ce cheval sur le Raima, le cheval marin, sur un fond de vagues concentriques, un motif que l'on va retrouver sous les Ming. Également remarquer la division en bandes donc du décor. Donc aussi, c'est à ce moment-là que ça apparaît sous les Yuan et que l'on va retrouver après sous les Ming avec les panneaux en pétales de lotus que l'on a en haut, en bas, les petits enroulements que l'on retrouve également, que l'on va retrouver sur la céramique Ming et remarquez ces deux belles bouteilles. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'influence des broderies et des tissus tissés mongols et d'Asie occidentale. euh, et on retrouve ces motifs de broderie sur, voyez, ces céramiques-là, avec ces enroulements de rinceaux floraux. On les voit sur les vêtements mongols. Donc, euh, les archéologues chinois pensent qu'il y a vraiment une influence de ces motifs-là, ce qui est normal puisqu'il y avait des cahiers de dessin, vous voyez, donc, et les artisans pouvaient se côtoyer également. D'autres exemples, donc ils reprennent également des formes métalliques avec les facettes. Nous avions vu ça avec déjà une verseuse. Avec des facettes. Et là, nous l'avons sur ces bouteilles avec des panneaux typiques, caractéristiques de la période, avec différentes fleurs, des fleurs de différentes saisons. Vous avez le lotus, vous avez cette fleur, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça représente. Vous avez ici un camélia
vous pouvez avoir ici un chrysanthème, vous voyez, des fleurs importantes pour l'esprit chinois, pour la symbolique chinoise, vous voyez. Donc, d'accord, forme métallique étrangère, division en panneaux étrangères, mais à l'intérieur, vous retrouvez l'esprit chinois avec ces fleurs-là. Je vous avais dit que des nouvelles formes étaient apparues, c'était la coupe sur pied, là, qui peuvent être vraiment très très belles, comme sur cet exemple-ci, qui est d'ailleurs assez grande, hein, puisqu'avec là nous avons un diamètre de plus de 15 centimètres, et autrement les coupes sur pied normalement ont un diamètre autour de 10 centimètres. Vous avez très souvent le dragon, mais vous avez aussi des motifs floraux. Là nous avons une petite coupe sur pied assez simple. Et la verseuse, c'est une forme aussi qui apparaît caractéristique de l'époque et qui bien sûr copie une forme métallique, puisqu'on les retrouve en métal. Et ces pièces de grande dimension dont je vous parlais, qui sont richement décorées, nous voyons des bouteilles, nous allons voir des jarres, nous allons voir des plats, et qui étaient principalement exportés vers le Moyen-Orient, Java, les Visayas, et enfin donc les Philippines. On en a trouvé également aux Philippines. Et la couverte, donc, qui est incolore, transparente, très transparente, comme vous le remarquez, est à base de pierre à porcelaine, 80 à 90% comme d'habitude, et de chaux, donc 10 à 20%. Ce n'est pas avec de cendres végétales. C'est simplement de la chaux. Et c'est pour ça que nous avons cette translucidité sans risquer d'avoir une teinte bleutée. Et toujours, bon, bien sûr, les facettes, modèle métallique. Là, vous avez de nouveau ce décor entièrement de rinceaux floraux, inspirés donc de broderie ou de tissage. Et là, c'est plutôt le vocabulaire chinois avec le phénix. Là, nous avons, ce n'est pas un pan, donc là, je ne me rappelle plus quel oiseau c'est, mais enfin, voilà. Là, vous avez le melon, symbolique chinoise, avec les graines, donc pour la nombreuse descendance. Ici, c'est la même chose. Là, c'est la pêche, donc longévité. Donc, vous voyez, l'esprit chinois qui intègre euh, toutes ces pièces d'origine, enfin, d'origine étrangère, on peut dire. Là, vous avez également une bouteille avec voilà, les phénix, des insectes. Ces insectes également ont un sens, ont un symbolisme. Comme, vous voyez, alors là, je ne connais pas le symbolisme, mais je peux vous dire il y a un symbolisme avec la menthe religieuse. Pour nous, ça paraît un peu, un peu bizarre, mais c'est tout ceci, il y a des messages très importants qui transparaissent dans ces motifs-là. Là, nous avons bien sûr un vase au dragon. C'est un magnifique dragon. Nous avons, bon, bien sûr, ce sont toujours des grandes pièces. Vous avez remarqué que ces grandes pièces proviennent surtout du musée de Topkapi. Il y en a également, bien sûr, en Iran. Mais c'est bien sûr le musée de Topkapi qui a été magnifiquement publié. Et c'est là où nous pouvons retrouver ces pièces qui ont été conservées de siècle en siècle par les sultans. Donc, nous avons ce magnifique motif que nous allons revoir tout à l'heure, qui est un motif donc des canards mandarins, symbolisme de fidélité conjugale dans un étang de lotus. Et ce motif était très apprécié d'un empereur du début du XIVe siècle, d'un empereur Yuan. Et d'ailleurs, ce motif avait été réservé à cette époque-là simplement à cet empereur parce qu'il le faisait broder sur ses vêtements de cour. Donc c'est ouais, vous voyez, donc, et ça a bien sûr une signification symbolique chinoise également.
D'autres exemples, on retrouve ces lambrequins, les motifs floraux, toujours cette division en bandes. Un exemple absolument superbe d'une paire de jarres. Des jarres similaires ont été trouvées dans des caches hein, en Chine. Il faut savoir on a retrouvé des très belles pièces dans des caches en Chine. Et des pièces de grande taille, hein, pas juste des pièces de taille pour chinoise. Là, justement, c'est un vase qui a été retrouvé dans la cache de Baoding, ou Repei, donc un vase avec ce dragon blanc sur un fond de vagues, un extraordinaire motif. Malheureusement, le bleu n'est pas abouti. Il y a dû avoir, il y a une faute dans le contrôle de l'atmosphère dans le four qui a fait que, vous voyez, là, ça devient gris. Il y a eu de l'oxydation et c'est le bleu est pâle et autrement, ça ressort en gris. Là, par contre, vous avez un motif absolument superbe sur ce vase du British Museum. Et pour vraiment l'apprécier, voilà, là c'est une vue en grand de ce joyeux dragon qui gambade tout autour de la paroi du vase. Les jarres, aussi hein, des jarres de haute taille. Vous avez celle-ci, il y a très peu de jarres de ce style-là. Je crois qu'il y en a 5 de connus, il me semble. Celle-ci est conservée au British Museum, c'était dans la collection de Sir Percival David, et une similaire a été découverte donc en 1964 à Baoding, dans une cage de Baoding aussi, avec une cage qui a donné énormément de céramique chinoise, et pas seulement, et également de l'orfèvrerie, mais pas seulement des bleus et blancs, et qui est conservée au musée. Alors là, nous avons une particularité, c'est ce dessin qui est donc ajouré, qui a été appliqué sur la jarre, parce que vous voyez qu'il y a un fond avec des fleurs à l'oxyde de cuivre. Ça, c'est vraiment une réussite exceptionnelle d'avoir réussi à faire avoir le rouge de cuivre rouge, enfin l'oxyde de cuivre rouge, et en même temps le bleu avec une belle teinte. Là, on peut dire que c'est un tour de force des céramistes Yuan. Et également, vous remarquez les cordons perlés, également panneau lobé, caractéristique de l'époque, les cordons perlés, caractéristiques aussi de cette période Yuan, que l'on retrouve sur les statues en blanche de la même période. Donc là, c'est aussi très caractéristique et on les retrouve aussi sur des vases blancs, enfin couvertes Luen paille, et qui ont aussi des motifs ajourés, mais en blanc. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes vraiment dans quelque chose qui se fait que sous les yuan. Les grandes jarres avec des motifs naturalistes. Bon, bien sûr, nous avons là, toujours avec ces bandes hein, de décors, mais également un pan. Donc, vous voyez, là, c'est l'esprit chinois qui reprend en créant des paysages, des animaux dans des paysages. Là, nous avons cette magnifique jarre donc, qui est, je ne sais plus où elle est conservée pas marqué, donc là je ne me rappelle pas. Et avec ces poissons, les poissons ont aussi une résonance, une très forte résonance pour les lettrés chinois, résonance qui n'est pas comprise par les Mongols, mais vous connaissez l'histoire de la carpe qui va se changer en dragon, donc également que le mot chinois yu est synonyme également de émolument. Donc, ceci est donc toujours du symbolisme, un très fort symbolisme chinois, euh, et qui était important pour les lettrés de la période qui n'étaient pas d'accord avec les yuan. Voilà, si là vous avez une autre jarre, vous avez tous les côtés de cette jarre pour vous montrer la richesse des
des motifs. Ce n'est pas simplement le même poisson qui est fait tout autour de la jarre, mais c'est vraiment des poissons différents qui sont peints. D'autres exemples aussi avec des plus simples, quoi, avec cette jarre qui pourtant est au top capi. Là, vous voyez, là, c'est le symbole de la fidélité du couple qui est ici. Bon, le lotus, bien sûr, c'est le symbole de l'été. Les jarres avec des anses, là, vous avez les dragons poissons. euh, Et alors, un motif que l'on retrouve aussi, qui est un motif de chiline. Donc ça, c'est aussi un animal de bon augure chinois. Vous avez les symboles chinois ici, la pivoine, très très belle pivoine représentée de face et de profil. Donc, vous voyez, là, nous avons toujours ces panneaux, là, ces coupures en bande, mais toujours avec cette symbolique chinoise, le phénix ici. Là, nous avons le dragon, bien sûr les fleurs, panneaux de lotus, ici, sont beaucoup plus beaux. D'autres exemples pour montrer la richesse et la variété. Un exemple qui provient d'une cache à Gaoan, avec le dragon, le Topkapi également. Et on retrouve, vous voyez ici, c'est lambrequin avec les chevaux marins sur un fond de vague. Donc c'est un motif caractéristique de la période qui va se reproduire après, sous les Ming. Et nous avons un dragon à quatre griffes ici. Bon, et là, il est à trois griffes. Donc vous voyez, on ne sait pas trop. Ce sont des pièces qui ont été exportées, mais on en a retrouvé aussi en Mongolie. Et maintenant aussi, alors là, c'était des sujets qui étaient chers au cœur des lettrés chinois et même de la population chinoise. C'était ces drames populaires qui vont tirer, donc ça va être des pièces qui vont être jouées dans les théâtres. Il y a eu un très grand développement du théâtre sous la dynastie Yuan. Et elles sont tirées, bien sûr, de romans très connus chinois, qui est des romans qui remontent enfin, il y a le roman des Trois Royaumes. Là, vous avez le Sauveur Seigneur Yushi, donc qui montre, sont des romans anciens qui ont été adaptés en pièces. Là, vous avez aussi ce drame populaire, Heureux, qui poursuit Ranshin par une nuit au clair de lune. Vous voyez, en plus, c'est très poétique. Et donc, alors pour les Mongols, ceux qui n'auront pas étudié la littérature chinoise, mais bien sûr que les empereurs, certains de ces empereurs au début du XIVe siècle étaient très férus de culture chinoise. Mais pour les autres, bon, bah, ce sont des représentations animées, mais pour la population chinoise, ce sont les représentations de leur histoire traditionnelle. Nous avons là une représentation des trois royaumes. Cette jarre extrêmement, enfin, qui a été très connue ces dernières années parce qu'elle est extraordinaire par son sujet qui est inhabituel. Voilà, bon, je ne peux pas vous les commenter parce que je ne suis pas férue de littérature ancienne chinoise, mais je vous ai mis quand même les titres. Donc là, c'est tiré d'un roman qui est c'est beaucoup moins populaire. Là, c'est vraiment très... Ça peut être une commande, vous voyez, un tel sujet peut avoir été une commande. Là, un autre motif, donc, qui est d'une jarre avec son couvercle. Comme vous voyez, une des caractéristiques aussi que l'on retrouve sur les céladons de la même époque, c'est ce couvercle en forme de feuille de lotus. Alors là, je ne connais pas l'histoire, mais vous pouvez remarquer les aplats, vous voyez, pour donner un peu du relief, il y a le peintre a rajouté du cobalt pour justement dessiner la crinière, donner du relief et des plis aux vêtements. Et bien sûr, on voit les petites taches de cobalt
qui est moins bien raffiné. Les plats, oui, je sais que là je dépasse, bon, bah, excusez-moi, mais je suis tellement passionnée par par cette époque et qui pour moi est la plus belle époque de la céramique chinoise par sa richesse et par la liberté. Vous voyez, la liberté dans les dessins, parce que même vous avez des pièces impériales, il n'y a, les dessins ne sont pas tous sous commande impériale. Et l'artiste peut vraiment donner libre cours à son imagination. Voilà, voici un petit plat caractéristique, là, alors là, c'est une dimension chinoise, hein, avec, je vous avais dit, ce motif de canard dans un étang de lotus, voilà, très apprécié sous les Song et les Yuan, comme je vous l'avais dit. Ici, nous avons ces grands plats qui sont faits pour les marchés d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, et sans doute aussi pour les Mongols. Avec ce décor foisonnant, on retrouve toujours ces lambrequins avec des motifs différents. Vous voyez la richesse du dessin. Également, on retrouve ici ce motif de canard et en blanc sur fond bleu. Donc là, c'est une apparition de motifs blancs sur fond bleu pour les faire ressortir. Donc c'est une technique qui va continuer sous les Ming. Là, et voyez toujours décor foisonnant absolument pour cette superbe bouteille. Un autre grand plat où là, vous avez le motif qui est beaucoup plus abouti. Et vous voyez que ce plat provient des Philippines. Donc, c'est simplement pour vous dire que également l'Asie du Sud-Est recevait des pièces, de très belles pièces et de grandes dimensions également. Ben, il faut rappeler qu'à cette époque, il y avait aussi des sultanats musulmans en Asie du Sud-Est, hein, et Majapahit, bien sûr, à Java. Alors, d'autres exemples, là, toujours avec là, c'est toujours le fond blanc sur fond bleu, des motifs avec, là, nous avons un pan, des motifs naturalistes, pan avec jardin, avec là, bien sûr, la petite barrière qui existait déjà sous les Song, mais dans des motifs gravés ou imprimés sur les digues. On le retrouvait sur les digues. Là, vous avez, alors, qu'est-ce que je me rappelle, j'arrive pas à me rappeler quel est cet oiseau, mais bon, voilà. Donc, vous avez donc des motifs et également, là, vous pouvez remarquer, les plats, j'ai oublié de vous le dire, sont des plats moulés. Et vous avez ici euh, les, les lotus qui sont moulés et gravés et également un peu rehaussés par des incisions. Mais le plat est moulé avec des lotus en relief. D'autres exemples, le dragon, bien sûr, les phénix, toujours de très, très beaux exemples de grands plats. Les poissons que l'on avait vus sur les jarres et toujours que l'on retrouve sur les plats. Également, là, vous voyez bien le relief. Là, nous sommes avec des pivoines. Tout à l'heure, nous avions des lotus, là, nous avons des pivoines. Donc, variété, très grande variété. Vous remarquez que les dessous de plat ne reçoivent pas de couvercle. Là aussi, un très très bel exemple, là où on remarque bien également les pivoines moulées, gravées. Là, c'est un motif caractéristique aussi, c'est le plantain et les rochers. Donc, il n'y a pas vraiment de dessin, représentation de paysage. Là, vous voyez, tout est un peu concentrique. Là, il y a quand même, ce n'est pas complètement chinois. Là, le rocher, bien sûr, le rocher de Lettré avec les pivoines et chrysanthèmes qui sortent de chaque côté. Un autre très beau plat. Et là, nous arrivons de nouveau avec ces motifs géométriques, très dense, décor très dense, vraiment fait dans l'esprit. Vous vous rappelez ces plats que je vous avais montrés qui provenaient de Syrie et d'Iran, où tout était enfin, entièrement recouvert. Là, toute la surface était recouverte, il n'y avait pas un espace laissé libre. Là, nous avons la même esthétique ici.
Des grands bols également. Là aussi avec une esthétique de remplissage. D'ailleurs, vous voyez, c'est un bol de 40 centimètres de diamètre. Et je peux vous dire que sur le plan technique, réussir des bols de cette taille-là, c'est quand même aussi, et c'est une grande difficulté. Un autre bol, là, avec un motif qui est, bon, qui est chinois, ici aussi, le pin, le bambou, les trois amis de l'hiver, donc entièrement chinois, très lettré comme motif. Oh, pardon. Et bien sûr, ces petits bols que l'on retrouve en Chine également, et bien sûr en Asie du Sud-Est. Voilà, avec un décor très très simple. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et qui était très courant en Asie du Sud-Est. Là, un plus bel exemple, assez grand, presque 30 centimètres de diamètre. Les petites jarres typiques des découvertes en Asie du Sud-Est, vous voyez, avec un décor très simple, un peu plus élaboré. D'ailleurs, les pièces sont un petit peu plus grandes. Ah, un décor ajouré, là, c'est beaucoup plus rare. Là, un décor qui reprend les motifs de broderie. C'est une jolie petite pièce et avec un petit dragon appliqué. Oh, pardon. Des parures d'hôtel, caractéristiques aussi pour l'Asie du Sud-Est, aussi bien en Qingpai qu'en bleu et blanc. Et maintenant, juste pour le plaisir, nous allons rentrer, avant de terminer, à l'intérieur du vase, enfin à la surface. Et nous allons regarder la surface du vase de Richard Kahn du musée Guimet. Alors là, vous pouvez remarquer bien sûr euh, toutes les applications de cobalt et cet effet de petites taches. Là, nous avons la pivoine de profil, la pivoine vue de l'arrière, la pivoine vue de face. Et remarquez, voyez, le trait de pinceau très fin, mais direct, hein. Vous avez, c'est vraiment avec la pointe du pinceau que c'est tracé. Là, il n'y a pas de dessin préalable. Juste un petit regard sur cette bouteille que nous avons vue auparavant, où le bleu est beaucoup plus fondu un peu à l'intérieur. Une jarre que vous pouvez aller admirer au musée des arts décoratifs. Bien sûr il fallait que je la montre. Et donc le motif de cette jarre, le détail de cette jarre, la pivoine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez tous été là, mais si vous avez pu rester tous écouter jusqu'à la fin. Alors Mais Monique, c'était donc, absolument remarquable. Vraiment une présentation absolument remarquable, des pièces saisissantes de beauté. Tu as raison, tu as bien choisi la période. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions via le chat. Pendant ce temps-là, je présente la prochaine conférence qui sera celle de Marie-Laure de Rochebrune, qui nous parlera de son exposition qui a eu lieu à Pékin et qui s'est prolongée ensuite à Hong Kong, la cité interdite et le château de Versailles, les échanges entre la Chine et la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Monique, si tu veux bien arrêter le partage d'écran, il y a déjà alors, une j'arrête le question. partage. Voici. Peut, Alors, peut-on, attends, je remets ma vidéo. voilà, Voilà, peut-on je suis dire là. que des porcelaines vraiment blanches et translucides apparaissent en même temps que les bleus et blancs? Il y a, à cette période-là, il y a ce que je vous ai montré, les choufous ou les luanpai, les porcelaines à couvertes blanc d'œuf, c'est de la vraie porcelaine. C'est translucide à la lumière Ouais, et sont en général avec des décors moulés. Donc j'avais montré le plat qui était
qui était donc avec cette porcelaine, cette couverte Luan Pie et moulée. Donc là, il y a ces pièces qui sont faites. Ce sont en général pas des pièces de grande dimension. Certaines sont faites, il y a marqué Choufou, ce qui veut dire que c'est le bureau impérial. Donc on pense qu'elles étaient faites pour aussi pour l'empereur et pour la cour, parce que le blanc était une couleur très appréciée des Mongols. Donc, Alors, et même Philippe Truong m'avait dit que les Mongols avaient commandé des céramiques blanches au Vietnam. ah oui, Voilà, intéressant. donc ça, il y a ce goût pour les céramiques blanches et Ting de Jen fait ces choufous donc et des céramiques. Donc il va y avoir des porcelaines blanches, il va y avoir des mappings quand même aussi avec une genre de couverte entre le choufou et le ching pai. Certains seront presque ching pai, certains seront plus laiteux, d'une couverte D'accord. un peu plus laiteux. Voilà. Alors, juste une dernière chose. Moi, j'ai lu récemment, c'est un Anglais qui a écrit ça, que, en fait, le changement de dynastie, donc les Mongols qui arrivent, ce serait dû à un dérèglement climatique qui était arrivé à ce moment-là. Donc en fait, les Mongols, en somme, souffraient d'un dérèglement climatique, donc ils sont descendus dans le sol, dans le sud, et en Chine, il y avait des problèmes bien entendu, de famine, etc., qui ont suscité des révolutions, enfin des petites révolutions dans les villes, et donc il y avait une instabilité économique en Chine, donc les gens étaient pas finalement pas prêts à cette invasion. Et c'est pour ça que les Mongols sont arrivés facilement en Chine et Bah qu'ils ont alors, pu c'était les s'imposer. Qing. C'était déjà alors, c'était également des nomades du Nord. Les Qing avaient déjà battu les Song. Et il est vrai en général, quand il y a des mouvements de tribus, c'est que soit il y a des problèmes politiques, soit, comme tu dis, il y a des problèmes Climatique. climatiques, parce qu'il Mhm. y a des sécheresses ou trop de pluie. Enfin, souvent, Voilà. tous ces déferlements de hordes, comme on disait, on a eu Attila, c'était pas seulement un esprit de conquête, c'était un besoin de Et ben conquête, voilà. voilà, pour Mhm. pouvoir trouver d'autres terres et la survie des tribus. Et voilà. Et tout simplement. Écoute, Monique, c'était vraiment une fantastique intervention. Tu vois, tu as beaucoup de merci. Merci, Monique, pour cette passionnante intervention, présentation magnifique. Pourrait-on avoir cet enregistrement de cette conférence? Alors, je l'ai dit, elle sera évidemment postée sur YouTube. Et je vous remercie d'abord, Monique. Et nous nous retrouvons donc au mois de mai avec l'intervention de Marie-Laure de Rochebrune pour cette exposition dont elle nous parlera, exposition à l'occasion des 60 ans de l'amitié franco-chinoise.